Le vent de l'aube soufflait doucement sur les toits de pierre du petit village d'Arget. Les cheminées crachaient de minces filets de fumée et les cloches de la chapelle tintaient encore dans le brouillard. Dans une maison à la façade couverte de lierre, un jeune homme penché sur une table de bois grattait du bout de sa plume. Elias n'avait pas encore 25 ans, mais déjà ses cartes étaient réputées dans toute la vallée. Ses mains connaissaient les secrets des ancres, ses yeux savaient mesurer un horizon d'un seul regard, et son esprit retenait chaque pli de terrain comme on retient une histoire. Ce matin-là, il travaillait sur la mise au net d'une carte côtière quand un vieux livre, posé sur une étagère branlante, glissa et tomba à ses pieds. C'était un ouvrage abîmé, à la couverture de cuir craquelé. Intrigué, Elias le ramassa. Entre deux pages gondolées, quelque chose dépassait, un morceau de parchemin jauni, à moitié brûlé sur les bords. Il le déplia avec précaution. Ce qu'il vit le figea. Le dessin était incomplet, mais au centre se devinait une montagne si haute que sa cime disparaissait dans un halo de nuages. Et juste au-dessus, à une altitude impossible, on distinguait ce qui ressemblait à des terrasses, des cascades suspendues et des arbres aux couronnes argentées. En bas, quelques mots à peine lisibles, Ortucaeli, le jardin du ciel. Elias resta immobile un long moment. Les légendes racontaient bien qu'il existait, quelque part, un lieu où la terre se mêlait au ciel, un paradis accroché aux nuages. Mais jamais il n'avait vu une carte en mentionner l'existence. Son cœur battait plus vite. Était-ce un faux? Une exagération d'un voyageur poète? Ou la preuve qu'un tel endroit existait réellement? Il passa la journée à examiner le parchemin. Les contours du relief correspondaient à une région montagneuse au nord, au-delà des frontières connues. Une zone blanche sur toutes les cartes, jugée infranchissable à cause des vents, des falaises et des glaciers. Mais dans un coin de l'esquisse, une marque, un petit soleil tracé à l'encre rouge. Un repère, peut-être? Ou un avertissement? Le soir, au coin du feu, il montra la carte à Maëlan, un vieux marin à la barbe comme une corde usée. Celui-ci fronça les sourcils. « Tu ne devrais pas t'attarder là-dessus, Elias. Cette montagne, on l'appelle la muraille du vent. Aucun homme ne l'a franchie vivant. Et si certains parlent de jardin suspendu, c'est pour enjoliver les histoires autour d'un verre de vin. » « Mais si c'était vrai? Répondit Elias, presque avec fièvre. Si ce lieu existait vraiment? Alors il ne t'attend pas, mon garçon. Les légendes sont des pièges pour les rêveurs. Cette nuit-là, Elias dormit peu. Le parchemin posé sur sa table l'attirait comme une braise. Il savait que partir signifierait affronter des dangers inconnus, laisser derrière lui sa vie tranquille, ses amis, son atelier. Mais il savait aussi que s'il restait, il ne pourrait jamais chasser de son esprit l'image de ce jardin accroché au sommet du monde. Aux premières lueurs du matin, il se leva, rangea ses instruments dans une sacoche et roula le fragment de carte dans un étui de cuir. Il avait pris sa décision. Peu importe les avertissements, il irait voir de ses propres yeux. En franchissant la porte de sa maison, il ne savait pas encore qu'un simple morceau de parchemin allait changer le cours de sa vie et qu'au bout de ce chemin, il ne trouverait pas seulement un lieu, mais un destin. Le soleil perçait à peine les nuages lorsque les pas d'Elias résonnèrent sur les pavés encore humides. La brume du matin enveloppait les ruelles comme un voile, brouillant les formes et les visages. Dans sa sacoche, le fragment de carte semblait peser plus lourd qu'un coffre d'or. Il fit halte sur la place du marché, là où les marchands installaient déjà leurs étals. L'odeur des herbes séchées, des fruits mûrs et du pain chaud se mêlait à celle, plus âcre, du cuir et des outils de voyage. Elias savait qu'il devait s'équiper avant de franchir les limites du monde connu. Au détour d'un stand couvert de plantes, il aperçut une femme penchée sur un bouquet de fleurs bleues. Ses gestes étaient précis, comme si chaque pétale portait un secret. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « De quoi survivre là où rien ne pousse ?» répondit Elias. Elle releva enfin la tête. Ses yeux avaient la couleur sombre de la terre après la pluie. « Alors vous partez vers le nord. » Ce n'était pas une question. « Comment le savez-vous ? » Ces fleurs, on les appelle souffles de glace. Elles ne poussent qu'au pied de la muraille du vent.
Elle se présenta, Amara, herboriste et guérisseuse. Son visage portait la douceur de ceux qui écoutent plus qu'ils ne parlent, mais ses mains, noueuses et marquées, disaient qu'elle avait voyagé. « Vous n'y arriverez pas seule, ajouta-t-elle. Et même à deux, nous risquerons de ne jamais revenir. Pourtant, vous parlez comme si vous étiez déjà allé là-bas. » Un silence. Puis, simplement. « J'ai perdu quelqu'un en chemin. » Elias comprit qu'il n'aurait pas de détails. Mais il sentit aussi que cette femme savait des choses que lui ignorait. Ils passèrent la matinée à réunir vivres, cordes, manteaux épais, cartes incomplètes et outils d'orientation. Amara connaissait chaque vendeur, chaque objet utile ou inutile à leur traversée. Quand le soleil atteignit le zénith, ils quittèrent Arget par la porte nord. Les collines s'ouvraient devant eux comme des vagues figées, parsemées de pins tordus et de roches grises. Au loin, très loin, une ombre verticale fendait le ciel, la muraille du vent. Les premiers jours furent paisibles. Ils suivaient les sentiers connus, dormaient dans de petites auberges ou sous un ciel étoilé, avançant au rythme régulier des pas. Amara parlait peu, mais ses gestes étaient sûrs, et ses yeux semblaient toujours chercher quelque chose à l'horizon. « Pourquoi m'accompagner » osa demander Elias une nuit, alors qu'ils partageaient un feu. « Parce que tu ne sais pas ce que tu cherches vraiment, » répondit-elle. « Et que parfois, il faut deux regards pour voir un seul chemin. » Le troisième jour, la vallée céda la place à une plaine rase balayée par le vent. Les nuages y descendaient si bas qu'ils semblaient accrocher les cimes des rares arbres. Par endroits, la terre s'ouvrait en fissures profondes, et il fallait les contourner pendant des heures. Un soir, alors que le crépuscule teintait l'horizon de rouge, ils croisèrent un vieillard aux vêtements usés, assis sur un rocher. Ses yeux clairs semblaient avoir vu plus d'hiver qu'aucun homme ne devrait supporter. « Le pont de nuages » murmura-t-il en les voyant. « Quoi » demanda Elias. « C'est la seule voie vers le sommet. Mais il change de place. Aujourd'hui ici, demain ailleurs. Suivez le vent et priez qu'il soit avec vous. » Avant qu'il puisse poser d'autres questions, le vieil homme se leva et s'éloigna, disparaissant dans le brouillard. Le silence retomba autour d'eux, et seul le sifflement du vent accompagna leurs pas jusqu'au campement. Cette nuit-là, Elias resta longtemps éveillé. Il repensait aux mots du vieillard, à ce pont invisible qu'il faudrait trouver, à l'idée que le chemin puisse changer. Le jardin suspendu n'était plus seulement un rêve, c'était une énigme vivante. À l'aube, ils reprirent leur route, ignorant que chaque pas les rapprochait non seulement du sommet, mais aussi de secrets qu'aucune carte ne pouvait dessiner. Les collines verdoyantes laissèrent place à un paysage plus âpre, où la terre se craquelait sous leurs pas. Les herbes jaunies pliaient sous le vent, et des silhouettes de pierres dressées, comme des sentinelles oubliées, jalonnaient le chemin. Certaines portaient des symboles gravés, effacés par les siècles, mais assez visibles pour rappeler qu'ici, des hommes avaient vécu et qu'ils avaient laissé des avertissements. Amara marchait en tête. Elle s'arrêtait parfois, posant une main sur une pierre, écoutant le souffle du vent comme s'il lui parlait. « Tu lis le paysage comme moi je lis une carte, » dit Elias, intrigué. « Le paysage est une carte, mais il faut apprendre à l'entendre, » répondit-elle simplement. Au 5e jour de marche, ils atteignirent un plateau où s'étendait une mer d'herbe grise. À leur approche, un groupe de silhouettes émergea de la brume, des nomades vêtus de peau, armés de lances sculptées. Leurs visages étaient marqués par le soleil et le froid, et leurs yeux, d'un bleu perçant, semblaient sonder l'âme. Le chef s'avança, un vieil homme aux cheveux tressés. « Vous marchez vers la muraille du vent » dit-il dans un dialecte que seule Amara semblait comprendre. Elle traduisit. « Il veut savoir pourquoi. »« Nous cherchons le jardin du ciel » répondit Elias. Un murmure parcourut le groupe. Le chef plissa les yeux, puis désigna l'horizon. Amara expliqua. Il dit qu'il existe un pont de nuages, mais qu'il ne se montre qu'à ceux qui ont déjà perdu quelque chose au sommet. Le vieil homme leur offrit une gourde d'eau et un sac de racines séchées, puis fit signe qu'ils pouvaient passer. Mais alors qu'ils s'éloignaient, Elias sentit leur regard les suivre, lourd comme un présage. Les jours suivants, le ciel se fit plus bas, le vent plus tranchant. Ils durent contourner d'immenses crevasses, franchir des zones de boue gelée où chaque pas menaçait de les engloutir.
Une nuit, alors qu'il campait près d'un bosquet noirci par la foudre, Élias fut réveillé par un bruit étrange, un souffle régulier, presque humain. En écartant la toile de la tente, il aperçut, à quelques mètres, une silhouette massive, un animal, mi-chèvre mi-cerf, au pelage blanc et aux cornes torsadées. Ses yeux brillaient dans l'obscurité comme deux lunes miniatures. Puis, sans un bruit, la créature disparut dans la nuit. Au matin, Amara lui dit que c'était un Iraël, un animal rare que les légendes associaient au jardin suspendu. « S'il t'a vu, c'est qu'il t'accepte », ajouta-t-elle. Mais Élias ne savait pas si c'était une bénédiction ou un avertissement. Le 8e jour, ils atteignirent une zone où le sol se couvrait de cristaux translucides qui craquaient sous leurs pas comme de la glace. Au loin, un grondement surannonçait la présence d'une rivière. En approchant, ils découvrirent un torrent blanc, gonflé par les glaciers, qui coupait leur route. Il n'y avait pas de pont, pas de gué. Juste l'eau, furieuse, éclaboussant des blocs de pierre luisants. Amara observa le courant. Il faudra traverser demain, à l'aube. L'eau sera moins haute. Et si on ne peut pas? Elle ne répondit pas, mais son silence valait réponse. Cette nuit-là, Élias s'endormit avec le grondement de la rivière dans les oreilles, le goût du danger plus proche que jamais. Il savait que ce passage serait la première vraie épreuve. Et il sentait, sans pouvoir l'expliquer, que de l'autre côté, ce ne serait plus seulement un voyage, mais quelque chose de plus grand, qui le dépasserait. L'aube peignait la plaine d'une lumière froide lorsqu'Élias et Amara atteignirent de nouveau la rivière. Le torrent, moins gonflé qu'hier, restait cependant une masse d'eau furieuse, frappant les rochers comme des tambours. Des nuages effilochés descendaient si bas qu'ils semblaient effleurer l'écume. Amara resserra la lanière de son sac. « On traverse maintenant, avant que le soleil ne réchauffe la glace et gonfle le courant. » Élias hocha la tête. Ils fixèrent une corde à un tronc, puis se lièrent l'un à l'autre, chacun tenant un long bâton pour sonder la profondeur. Le premier pas dans l'eau arracha un frisson à Élias. Le froid mordait jusqu'aux os. Chaque mouvement était ralenti, comme si l'eau voulait les retenir. Le grondement recouvrait tout, étouffant même leur voix. À mi-parcours, un bloc de glace se détacha en amont et fonça vers eux. Amara cria un avertissement, mais déjà la masse frappait Élias à la hanche. Il perdit l'équilibre, happé par le courant. La corde se tendit brutalement. Amara planta son bâton et résista, ses bras crispés par l'effort. D'un geste rageur, elle le tira vers elle. Ils finirent par atteindre la berge opposée, haletant, les vêtements trempés et glacés. Élias s'effondra dans l'herbe humide. « Tu aurais pu me prévenir plus tôt !» lança-t-il, essoufflé. Amara le fixa, ses yeux sombres étincelants. « Et toi, tu aurais pu faire attention à où tu mettais les pieds. »« Ce n'est pas un jeu, Amara. Je sais mieux que toi ce que c'est. » Le silence retomba, lourd. Le torrent rugissait encore derrière eux. Ils continuèrent à marcher sans échanger un mot pendant plusieurs heures. Le terrain s'élevait doucement, parsemé de roches moussues et de maigres bosquets de bouleaux. Le ciel, d'un gris laiteux, se refermait sur eux comme un couvercle. Vers la fin de la journée, le vent se leva, portant avec lui une fine neige, alors que ce n'était pas encore la saison. Amara chercha un abri et trouva l'entrée d'une grotte dissimulée par des branches mortes. À l'intérieur, l'air était froid mais immobile. Des murs couverts de lichen luisaient faiblement sous la lumière de leurs lampes à huile. En s'enfonçant plus loin, Élias remarqua des formes étranges sur la pierre. Il approcha la flamme et distingua des peintures, silhouettes humaines gravissant une montagne, franchissant un pont étroit au-dessus du vide, et enfin, un jardin luxuriant, flottant dans les nuages. « Regarde, murmura-t-il. » Amara s'approcha, son visage impassible. Ces peintures sont vieilles de plusieurs siècles. Les anciens gardiens racontaient leur voyage de cette façon. Donc, le jardin existe vraiment. Elle haussa les épaules. Les histoires existent, oui. Le reste dépend de ce qu'on veut croire. Ils passèrent la soirée à examiner les murs. Élias découvrit, dans un recoin, des symboles qu'il ne connaissait pas, mais qu'Amara lut sans hésitation. Seul celui qui perdra ce qu'il est pourra voir ce qui est.
Elle prononça ces mots avec lenteur, comme si leur poids pouvait briser l'air autour d'eux. La nuit fut longue et froide. Élias rêva d'un pont de brume qui se dissipait à mesure qu'il avançait, le laissant suspendu au-dessus d'un vide sans fin. Amara, elle, resta éveillée, écoutant les échos lointains du vent qui s'engouffrait dans la montagne. Le lendemain, ils reprirent la route par un sentier étroit qui s'élevait entre deux falaises. La neige tombait en fines aiguilles, et chaque pas résonnait comme dans un couloir de pierre. Ils ne le savaient pas encore, mais cette grotte venait de leur révéler plus qu'un simple abri. Elle avait ouvert une porte vers des vérités qu'aucune carte ne pouvait tracer, et vers des épreuves plus profondes que le froid ou la faim. Le sentier quittait peu à peu la vallée pour s'enfoncer dans un dédale de roches. Les falaises se resserraient jusqu'à former un couloir où la lumière passait à peine. Élias avançait derrière Amara, les yeux encore hantés par les images de la grotte. Les silhouettes peintes, le pont au-dessus du vide, le jardin suspendu, tout cela s'imprimait dans son esprit comme un rêve trop réel. En milieu de journée, ils atteignirent une petite clairière encaissée, entourée de parois abruptes. Au pied de l'une d'elles, l'eau s'infiltrait par une fente, disparaissant sous la roche. Amara posa son sac et s'accroupit, examinant le sol. « Regarde ces marques, dit-elle. » Élias s'approcha, des entailles nettes, comme si des outils avaient taillé la pierre. « Ce n'est pas naturel, conclut-elle. Quelqu'un est passé par ici, il y a longtemps. » Ils suivirent les traces jusqu'à une ouverture à moitié dissimulée par des blocs éboulés. L'entrée était basse, forcée par le temps, mais au-delà, un tunnel sombre descendait doucement. L'air qui en sortait était humide et portait une odeur de terre ancienne. « On entre ?» demanda Élias. Amara lui jeta un regard sérieux. Une fois dedans, on ne pourra pas faire demi-tour facilement. Ils allumèrent leurs lampes et s'engagèrent dans le passage. Les murs, lissés par des mains humaines, portaient des gravures, spirales, étoiles, silhouettes de montagnes. Plus ils avançaient, plus les dessins devenaient précis. Certains représentaient des plantes aux formes impossibles, des cascades inversées, des oiseaux aux ailes translucides. Après 1 heure de marche dans la pénombre, le tunnel s'ouvrit sur une vaste salle circulaire. En son centre, un piédestal de pierre supportait un disque gravé. Élias s'en approcha et souffla la poussière. C'était une carte pas du monde entier, mais d'une montagne vue du ciel. Sur un flanc, un tracé serpentait jusqu'à un symbole de soleil rouge, identique à celui figurant sur le fragment de carte qu'il portait. « C'est le même signe », murmura-t-il. Amara hocha la tête. « Et il est placé sur un chemin que personne ne connaît. » Autour d'eux, des inscriptions anciennes recouvraient les murs. Amara les déchiffra lentement, son doigt suivant les lignes comme une prière. Il parle de ceux qui gardent la porte et de l'épreuve du souffle et du vide. Le pont de nuages, peut-être. Tu penses que ce chemin nous y mènera ? Je pense surtout que c'est un avertissement. En explorant plus loin, ils découvrirent une sortie dissimulée derrière un rideau de pierre. L'air y était plus vif et la lumière du jour filtrait par une fissure. En écartant les roches, Élias eut le souffle coupé. Devant lui s'étendait une paroi vertigineuse, au pied de laquelle commençait un sentier étroit, taillé directement dans la falaise. « Voilà pourquoi personne ne l'a trouvé, » dit Amara. « L'entrée est invisible depuis l'extérieur. » Ils passèrent la nuit dans la salle circulaire, abrités du vent. Élias ne parvint pas à dormir. Il tournait et retournait entre ses doigts le fragment de carte, repensant à l'idée qu'il tenait à la clé d'un passage oublié depuis des générations. Mais l'avertissement gravé dans la pierre le hantait, perdre ce que l'on est pour voir ce qui est. Au petit matin, ils franchirent la fissure et s'engagèrent sur le sentier de la falaise. Sous leurs pieds, le vide s'ouvrait sur des centaines de mètres. Le vent s'engouffrait, sifflant dans leurs oreilles comme pour les pousser en arrière. Chaque pas les éloignait un peu plus des terres connues et les rapprochait d'un sommet qui ne leur pardonnerait aucune erreur. Le sentier taillé dans la falaise n'avait pas été foulé depuis des générations. La pierre, friable par endroits, s'effritait sous leurs pas. Parfois, un PAN du chemin s'était effondré, ne laissant qu'une bande large comme un pied. Élias avançait lentement, collé à la paroi,
sentant la morsure du vide dans son dos. Le vent, d'abord léger, se transforma en bourrasque qui les obligeait à s'accroupir. Par moments, il emportait avec lui un nuage de poussière et de gravillons qui fouettaient leurs visages. « Si ça se renforce encore, on devra s'arrêter », cria Amara pour couvrir le grondement. « Et rester bloqué ici » répliqua Elias. Elle ne répondit pas. Après plusieurs heures, ils atteignirent un replat où se dressait un amas de roches formant comme un mur naturel. Derrière, une pente raide couverte de neige s'élevait jusqu'à une crête invisible. Amara sortit une corde et planta un piton dans la roche. « On va devoir grimper par là. Tu es sûre que c'est le bon chemin ?» Elle se contenta de lui tendre le harnais. La montée fut épuisante. La neige cédait sous leurs mains, la glace cassait en éclats tranchants. Les gants d'Elias étaient trempés, ses doigts engourdis. Chaque traction sur la corde lui arrachait un grognement. Pourtant, il avançait, parce que reculer n'était plus une option. À mi-hauteur, ils firent une pause, crampons plantés dans la paroi. Le souffle court, Elias jeta un coup d'œil à Amara. Elle regardait le vide, immobile. « Tu veux bien me dire maintenant pourquoi tu es ici ?» demanda-t-il. Elle mit un long moment avant de répondre. « Il y a 5 ans, mon frère a tenté la même ascension. Il cherchait ce jardin, et il n'est jamais revenu. » Elias resta silencieux. Certains disent qu'il a trouvé le sommet. D'autres, qu'il est tombé. Je suis là pour savoir laquelle de ces histoires est vraie. Son regard ne tremblait pas, mais Elias y vit une douleur ancrée, ancienne. Ils reprirent l'ascension. Le vent, plus violent, hurlait à leurs oreilles. Enfin, ils atteignirent la crête, un passage étroit entre 2 précipices. La vue les frappa, devant eux, des pics enneigés s'étendaient à perte de vue, et au loin, très loin, une lueur dorée flottait au-dessus des nuages. « Tu vois ça » dit Elias, le cœur battant. « Oui, et c'est là que le vrai danger commence. » Ils s'avancèrent sur la crête, mais rapidement, un bruit sourd retentit derrière eux. Un pain de neige se détachait, amorçant une coulée. « Cours !» cria Amara. Ils bondirent sur le sentier, la coulée rugissante à leurs trousses. Des blocs de glace les frôlaient, rebondissant dans le vide. Ils plongèrent derrière un éperon rocheux, haletant, tandis que la masse blanche passait en grondant, avalant le chemin derrière eux. Quand le silence revint, Elias se tourna vers Amara. « On n'a plus le choix, on doit avancer. Reculer est impossible maintenant. » Elle hocha la tête. Devant eux, une arche naturelle de pierre marquait l'entrée d'un nouveau monde, celui des cimes où aucun pas humain n'avait résonné depuis des siècles. Le sentier après l'arche semblait flotter au-dessus du monde. Sous leurs pieds, des abîmes s'ouvraient, engloutissant la lumière. Devant eux, une brume dense se levait depuis la vallée, transformant la montagne en île suspendue dans un océan de nuages. Amara s'arrêta soudain. « Nous y sommes. » Elias suivit son regard et sentit son souffle se bloquer. Devant eux s'étendait une passerelle naturelle, formée de pierres et de racines pétrifiées, reliant 2 falaises. Mais à mi-chemin, elle disparaissait sous un voile de brume blanche. Le vent soufflait à travers, créant un sifflement étrange, presque comme un murmure. « C'est le pont de nuages, » dit Elias dans un souffle. Amara hocha la tête. Les nomades disaient vrai. Ils s'avancèrent prudemment. Le début du passage était solide, bien que glissant. Mais bientôt, le sol sous leurs pieds se recouvrit d'une fine couche de givre et la brume engloutit tout autour d'eux. La visibilité se réduisit à quelques mètres. Chaque pas semblait plus incertain que le précédent. Elias avait l'impression que la passerelle s'effilait, que le vent cherchait à les déséquilibrer. « Ne regarde pas en bas, » dit Amara. « Trop tard, » murmura Elias. Le silence n'était rompu que par le souffle du vent et le craquement des pierres. Puis, soudain, une bourrasque violente faillit les renverser. Elias se plaqua contre la paroi de roche à sa gauche. Amara, de l'autre côté, s'agrippa à une racine. Un craquement retentit. Une section du pont, derrière eux, se fissura, puis s'effondra dans la brume. « On n'a plus le choix, on avance !» cria Amara. Ils se remirent en marche, pas après pas,
concentrés sur la ligne invisible qui les mènerait à l'autre côté. Élias sentait son cœur battre jusque dans ses tempes. Chaque souffle formait un nuage glacé devant ses lèvres. À mi-parcours, la brume s'ouvrit soudain, dévoilant le vide en contrebas. Des kilomètres plus bas, les rivières semblaient des fils d'argent, les forêts de simples taches vertes. La sensation était irréelle, comme marcher dans le ciel. Amara s'arrêta. « Tu sais ce que ça signifie, Élias ? Qu'on est en train de risquer nos vies ?» Elle eut un sourire triste. « Que ce pont ne mène pas seulement au sommet. Il mène à ce qu'on est prêt à laisser derrière nous. » Ces mots résonnèrent étrangement. Élias pensa à Arget, à sa maison couverte de lierre, au visage familier du marché, et se demanda si ce voyage ne l'avait pas déjà changé plus qu'il ne l'imaginait. Enfin, après ce qui leur parut une éternité, ils posèrent le pied sur la falaise opposée. Le pont, derrière eux, semblait déjà se dissoudre dans la brume. Devant eux, un sentier montait vers une porte massive sculptée directement dans la roche. Les battants, noirs et lisses, portaient des gravures représentant des fleurs, des oiseaux et des étoiles. Les gardiens, souffla Amara. « Tu crois qu'ils existent encore ?» Elle ne répondit pas, mais ses yeux se fixèrent sur l'ombre au-delà de la porte. Ils étaient arrivés à l'entrée du dernier territoire avant le jardin. Mais la traversée n'était qu'un prélude, car ce qui les attendait derrière cette porte n'avait rien à voir avec la neige, le vent ou le vide. La porte massive semblait défier le temps. Élias posa la main sur la pierre noire. Elle était froide, mais une vibration subtile parcourut ses doigts, comme si la montagne respirait. Amara, elle, scrutait les gravures avec une intensité nouvelle. Chaque symbole est un passage de l'histoire des anciens, murmura-t-elle. Il raconte la création du jardin et les sacrifices pour le protéger. Sans prévenir, la porte s'ouvrit dans un grondement sourd. Au-delà, un couloir taillé dans la roche s'enfonçait vers la lumière. Les parois étaient couvertes de fresques aux couleurs vives, étonnamment préservées malgré les siècles. Des figures humaines y apparaissaient, tenant des clés, des flambeaux, des graines. Leurs pas résonnaient étrangement, comme si le couloir amplifiait le moindre souffle. Ils débouchèrent sur une vaste esplanade en pierre, suspendue au-dessus d'un abîme. 3 silhouettes se tenaient au centre, drapées de manteaux blancs. Leurs visages étaient dissimulés sous des capuchons. L'un d'eux s'avança. « Vous avez franchi les terres oubliées, la rivière blanche et le pont de nuages, » dit une voix grave. Mais le jardin ne se donne pas à ceux qui viennent seulement pour voir. Il choisit. Et comment choisit-il ? Demanda Élias. Le gardien tendit la main vers eux. Par l'épreuve du souffle et du vide. 2 autres gardiens s'approchèrent et les conduisirent vers le bord de l'esplanade. Là, un cercle parfait était creusé dans la pierre, ouvert sur le vide. Au centre, une planche étroite menait à un piédestal sur lequel reposait une coupe de cristal. Celui qui traverse et revient avec l'eau de cette coupe aura montré sa vérité, expliqua le premier gardien. Mais sachez que le vide reflète ce que vous craignez le plus. Élias sentit ses jambes se raidir. Amara, elle, ne quitta pas le cercle des yeux. « Je vais y aller », dit-elle simplement. Elle posa un pied sur la planche. Le vent, soudain plus fort, fit vibrer le bois. Chaque pas semblait peser une éternité. Élias la regardait avancer, tendue mais déterminée. Puis, à mi-chemin, il la vit s'arrêter net. Ses épaules se crispèrent, comme si elle voyait quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Elle trembla, mais reprit sa marche, atteignant enfin le piédestal. Elle remplit la coupe d'une eau claire qui semblait briller de l'intérieur, puis entreprit le chemin du retour. Lorsqu'elle posa le pied sur la pierre, ses mains tremblaient. « À toi, » dit-elle, tendant la coupe au gardien. Élias s'avança. Dès le premier pas, il sentit un vertige étrange. Le vide sous lui se mit à changer. Il ne voyait plus seulement la vallée, mais des images, sa maison, son atelier, les visages familiers d'Arget. Et, plus troublant encore, il se vit lui-même, seul, assis à sa table, le parchemin intact, comme si ce voyage n'avait jamais eu lieu. Son cœur se serra. Était-ce un avertissement ou une tentation ? Il ferma les yeux et continua. Ses pieds tremblaient, mais il atteignit le piédestal.
L'eau dans la coupe semblait murmurer. Sur le chemin du retour, il ouvrit les yeux et affronta l'illusion du vide. Lentement, il revint sur la pierre ferme. Le premier gardien prit les 2 coupes et versa leur contenu sur le sol. L'eau s'infiltra dans la roche, disparaissant sans laisser de traces. Vous avez traversé le vide. Vous pouvez voir le jardin. Amara et Elias échangèrent un regard. Mais cette nuit-là, alors qu'ils campaient près de l'esplanade, Amara disparut. Sa couverture était vide, et seule une empreinte de pas menait vers un sentier inconnu dans la montagne. L'aube peignait les cimes d'une lumière pâle lorsqu'Elias suivit les empreintes laissées par Amara. Elles serpentaient entre les rochers, grimpaient sur des dalles lisses, puis disparaissaient à l'entrée d'un étroit couloir de pierre. Le silence régnait, lourd, presque oppressant. Même le vent semblait avoir cessé de souffler. Il avança prudemment, la main effleurant la paroi rugueuse. Au bout de quelques mètres, le passage s'élargit et déboucha sur une ouverture circulaire. Elias se figea. Devant lui s'étendait un paysage impossible. Le jardin suspendu n'était pas une simple terrasse de verdure. C'était un enchevêtrement de ponts naturels, de cascades transparentes, de terrasses couvertes de fleurs aux couleurs irréelles. Les arbres, hauts comme des cathédrales, portaient des feuilles argentées qui bruissaient doucement, comme si elles respiraient. Dans l'air flottait un parfum inconnu, mélange de miel, de pluie et de quelque chose d'indéfinissable, qui éveillait en lui des souvenirs qu'il ne savait pas avoir. Elias fit quelques pas. Le sol était couvert d'une herbe souple qui semblait se modeler sous ses pieds. L'eau des cascades tombait dans des bassins limpides où nageaient des poissons aux écailles lumineuses. Des oiseaux au plumage translucide passaient en silence, laissant derrière eux un sillage d'étincelles. Il se souvint alors d'Amara. Il l'appela, sa voix résonnant étrangement dans cet espace. Pas de réponse. Mais au détour d'un sentier bordé de fleurs bleues, il la vit enfin. Elle se tenait près d'un arbre immense, la main posée sur le tronc, le visage tourné vers le ciel. « Tu es entré avant moi, dit-il en s'approchant. Il fallait que je voie par moi-même, répondit-elle doucement. Mon frère, il est venu ici. Et il a choisi de rester. Elle lui montra, au pied de l'arbre, une petite sculpture de bois, usée par le temps. Un visage souriant. C'est à lui, murmura-t-elle. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Et moi, je sais maintenant où il est. Un silence profond les enveloppa. Elias comprit alors que ce jardin n'était pas seulement un lieu magnifique, il avait une essence vivante. Chaque souffle d'air, chaque rayon de lumière semblait observer, peser les âmes. « Tu sens ça » demanda Amara. Oui, comme si le jardin nous parlait. Ou nous jugeait. Ils marchèrent ensemble à travers les terrasses. Elias s'agenouilla près d'un bassin et y plongea la main. L'eau était tiède, apaisante. Mais en relevant les yeux, il eut l'impression que les montagnes alentour s'étaient effacées, remplacées par un ciel sans fin. On ne peut pas rester longtemps, dit Amara. Ce lieu, il retient ceux qui s'y attachent. Et toi ? Elle détourna le regard. Je n'ai plus de raison de repartir. Ces mots frappèrent Elias plus fort que le vent glacial des falaises. Il comprit que leur chemin ensemble touchait à sa fin. Mais il comprit aussi que le jardin lui offrait quelque chose, pas un trésor à rapporter, mais une vérité à transmettre. Avant de repartir, une branche se courba doucement au-dessus de lui. Une graine dorée tomba dans sa main. Elle brillait faiblement, chaude au toucher. Un cadeau, dit Amara. Ou une responsabilité. Elias recula lentement, gravant chaque image du jardin dans sa mémoire. À mesure qu'il s'éloignait, le lieu semblait se dissoudre dans la lumière, comme un rêve qui s'efface au réveil. Il franchit l'ouverture circulaire. Le vent revint soudain, glacial, et derrière lui, il n'y avait plus rien qu'un mur de pierre. Le souffle du vent le ramena brusquement à la réalité. Elias resta immobile un long moment devant le mur de pierre, la graine dorée serrée dans sa main. Le silence du jardin s'était éteint derrière lui, remplacé par les bruits crus de la montagne, le gémissement des rafales, le crissement de la neige sous ses bottes. Il jeta un dernier regard à l'ouverture, mais elle n'était plus qu'une fissure sombre, incapable de laisser passer un corps.
Le jardin avait choisi de se refermer. La descente jusqu'à l'esplanade des gardiens fut lente. Les 3 silhouettes drapées de blanc l'attendaient. « Où est-elle » demanda le premier. « Elle a choisi de rester. » Les gardiens échangèrent un regard que le vent ne parvint pas à effacer. Alors le jardin l'a acceptée. Ils ne posèrent aucune autre question. Élias traversa de nouveau le pont de nuages, cette fois seul. La brume semblait plus dense, et chaque pas résonnait comme une séparation définitive. Il ne se retourna pas. Derrière lui, le sommet se noyait dans les nuages, emportant avec lui Amara et les secrets qu'elle avait choisi de garder. Les jours suivants, il retraversa les terres oubliées, franchit la rivière Blanche, et retrouva enfin les collines familières de la vallée. Mais tout paraissait différent. Les chemins qu'il connaissait par cœur semblaient plus petits, les maisons d'argent moins solides, comme s'il les voyait désormais à travers un autre prisme. En rentrant chez lui, il posa la graine sur sa table. Sa surface lisse brillait sous la lumière du feu et, parfois, il croyait sentir une pulsation, faible mais régulière, comme un cœur. Il hésita à la planter. Il savait que, peut-être, elle ne donnerait rien. Ou qu'elle produirait une plante inconnue, étrangère à ce monde. Mais il savait aussi que, si elle germait, elle porterait en elle un fragment du jardin. Les jours devinrent des semaines. Élias reprit ses travaux de cartographie, mais ses cartes avaient changé. Elles portaient désormais des espaces vides, des zones floues où il inscrivait non pas des montagnes ou des rivières, mais des mots, là où le ciel se souvient, chemin du vent, pont qui disparaît. Les habitants d'Argel les regardaient avec curiosité, parfois avec moquerie. Mais ils n'en avaient cure. Ceux qui comprenaient savaient que ce n'étaient pas seulement des cartes, mais des invitations. Un matin, en ouvrant sa fenêtre, il aperçut quelque chose d'inattendu. Dans un petit pot, sur le rebord, la graine avait germé. Une tige fine, d'un vert lumineux, s'élevait vers la lumière, et ses feuilles bruissaient doucement, comme si elles respiraient. Élias sourit. Le jardin suspendu vivait encore, même à des centaines de lieues de son sommet. Il comprit alors que son rôle n'était pas de garder ce souvenir pour lui, mais de le transmettre. Pas par des récits embellis ou des légendes confuses, mais par une vérité simple. Il existe, quelque part, un lieu qui nous attend, mais qui ne se donne qu'à ceux prêts à perdre quelque chose d'eux-mêmes pour le trouver. Il traça alors une nouvelle carte. Pas une carte précise, pas un chemin exact, mais une esquisse, un point sur un horizon lointain, avec, en bas, ces mots. Pour ceux qui cherchent, le sommet n'est qu'un début. Ainsi se referme l'histoire d'Élias, du fragment de parchemin et du jardin suspendu. Et quelque part, au sommet du monde, Amara marche encore sous les feuilles argentées.